Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Mais avant de commencer, les news de la semaine. Je voulais commencer par revenir sur le concours du club Superphysique qui vient d'avoir lieu, qui concernait le développé couché, le rowing planche, qui fut véritablement surprenant pour moi, dans le sens où je ne m'attendais pas à autant de succès. Euh, à croire que finalement, le club Superphysique.org, donc un site apparenté à Superphysique et destiné encore une fois aux pratiquants de musculation sans dopage, se développe. On a actuellement plus de participants que l'année dernière. Et là, on était donc au concours organisé au Superphysique Gym sur Annecy, donc la salle Superphysique. Il y avait près de 65 personnes à la salle, on était 52 au restaurant. Donc c'était vraiment énorme, une ambiance de folie, des gens venus de toute la France, aussi bien du nord que du sud, et même de Suisse. Mick, si tu nous écoutes. Je suis vraiment super satisfait. Il y a des photos de l'événement qui vont bientôt arriver, puisqu'il y avait un photographe professionnel, et la vidéo de l'événement à travers les yeux de Victor, l'un des participants, qui sortira ce dimanche sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle donc Body Avenir. Mais vous tapez Rudy Koya sur YouTube et vous tomberez dessus. Et j'ai oublié de dire salut Fabrice. Salut Rudy, oui, tu n'es pas tout seul à faire ce podcast. Également, on a une très bonne nouvelle, c'est la sortie de Super Biotique, notre nouveau supplément. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux et sur les forums Superphysique, qui sont encore une fois accessibles à tous, qui sont gratuits pour pouvoir poser vos questions, on vous avait demandé votre avis sur les étiquettes, on vous a fait participer en fait à l'élaboration de ce supplément, et ça y est, on vient de le recevoir. Donc on est super content aussi d'avoir le reçu, parce que là c'est vraiment un complément alimentaire utile. On en voit très peu dans les marques entre guillemets de musculation. Donc nous sommes encore en train d'innover. Je nous fais des fleurs, mais voilà, on est assez content. Donc on en parlera un peu plus en détail le temps que je reçoive déjà mes pots, parce qu'ils doivent partir aujourd'hui. Mais sinon vous pouvez déjà les commander directement sur donc superphysique.org. Également, je sais qu'il y a vous êtes nombreux à m'écrire là-dessus, on est en rupture de super vitamines. On fait au mieux pour être réapprovisionné le plus rapidement possible. On s'était bien pris à l'avance, mais comme d'habitude, quand il y a des intermédiaires, ça ne dépend pas totalement de nous, et même si on essaye de faire au mieux, on fera au mieux la prochaine fois pour ne pas être en rupture. Et enfin, on voulait faire un petit coucou à Jean-Marc, dont on a déjà parlé dans ce podcast, JMO, qui nous a fait un petit coucou sur le forum, il nous a envoyé un email, qui est la personne qui avait pris, on peut dire, l'intérim entre Fabrice et moi, entre Smart Weight Training et Superphysique, qui s'occupait du forum à l'époque, la personne avec qui j'avais racheté le forum et qui m'avait notamment mis en tête l'idée du club Superphysique. À l'époque, c'était un peu trop tôt pour le faire et ça a mis quelques années à germer en moi. Et donc, ça nous a fait plaisir. Donc, si Jean-Marc, tu nous écoutes, ce serait cool qu'on puisse faire un petit podcast ensemble pour se remémorer des bonnes anecdotes sur l'île des Putois. Fabrice, je crois que tu voulais revenir sur quelque chose que tu avais vu sur le forum. Oui, donc ça fera un peu la question-réponse avant d'aborder le thème du podcast, qui va être l'entraînement unilatéral musculation. Donc régulièrement sur le forum Superphysique, on a des questions qui sont à peu près comme je vais la citer là. Donc c'est des gens qui disent voilà, je fais 2 fois de la boxe par semaine et je voudrais faire de la musculation pour développer ma force explosive pour la boxe. Où là, en l'occurrence, c'était quelqu'un qui disait qu'il voulait faire un programme de force explosive pour son travail. Mais il précisait ni son travail, ni son niveau. Et régulièrement, en fait, on a des questions comme ça où des gens sont un petit peu sportifs, parce que je pense que quand on s'entraîne que 2 fois par semaine pendant 1 heure et quart sur un sport donné, c'est un peu le minimum, et qui veulent faire un programme de musculation spécifique pour améliorer une supposée qualité physique qui leur permettra d'être meilleurs soit dans leur travail ou soit dans le sport pratiqué. Et très souvent, en fait, quand ils posent des questions comme ça, moi, je leur réponds que c'est pas très utile à ce stade de développer une qualité physique particulière et que s'ils veulent progresser dans leur sport, ils ont meilleur temps de faire 4 séances du e-sport par semaine plutôt que seulement 2. Et que quand on est débutant en musculation, un programme général
suffit pour améliorer sa condition physique de manière générale et il n'y a pas besoin de se lancer dans des programmes spécifiques pour développer la force explosive ou la force vitesse ou quelque chose comme ça. Mais les gens le prennent assez mal. Et donc, je me disais, je voulais avoir ton avis là-dessus, Rudy. Est-ce que tu penses que des pratiquants comme ça, amateurs, d'un niveau assez faible, ont intérêt à se lancer dans des programmes de musculation, de préparation physique spécifiques? Bah, ça me fait sourire, mais en fait, c'est marrant parce que juste hier, je suis tombé d'ailleurs sur une publication sur Facebook sur la page d'El Sabre. Donc El Sabre, Philippe, donc salut si tu nous écoutes, qui était un des premiers membres de Superphysique, qui postait beaucoup sur la partie CrossFit et qui a maintenant une énorme page sur Facebook et qui montrait justement que pour la plupart des sportifs, en fait, ce qui était intéressant de faire en musculation, c'était tout simplement, comme tu l'as très justement dit, de poser les bases, c'est-à-dire de travailler sa mobilité, d'être plus mobile, de bien faire ses exercices, avant de faire en fait tout un travail spécifique. Et en plus là, on parle comme tu dis d'un sportif amateur 2 fois par semaine. Bon, c'est un petit sportif, étant donné que la plupart du temps, on est quand même assez sédentaire. Si on fait 2 fois 1 heure du sport, ça veut dire qu'on a 7 fois 24 heures moins 2 heures au blanc de rien ou presque. Euh, et donc, effectivement, il faut d'abord faire les bases, s'entraîner convenablement, et comme tu l'as dit aussi, mieux vaut faire plus de son sport que de se mettre à la musculation, si le but est de progresser dans son sport. Et j'en parlais d'ailleurs récemment dans un podcast que j'ai fait avec Hugo Ferrari. Salut Hugo, je sais que tu nous écoutes aussi. Sur le trail, où il me demandait voilà l'intérêt de la musculation pour l'ultra trail, des distances de 100 km, etc. Et je disais, mais mieux vaut s'entraîner en trail que d'aller faire de la musculation la plupart du temps. Et donc là, à 2 séances de boxe, bah, effectivement, mieux vaut faire plus de boxe. Euh, et si vraiment on a le temps pour faire de la musculation, bah voilà, faire de la musculation basiquement, du renforcement général, ce qu'on appelle tout simplement la préparation physique générale, la PPG, et ce sera déjà très très bien dans un premier temps. Le spécifique ne vient que lorsque l'on devient presque un expert de son activité physique. Si on faisait de la boxe 4-5 fois par semaine et qu'on avait un bon niveau, bah, je dirais oui, là, la musculation spécifique, pourquoi pas. Mais sinon, c'est vrai que ça n'a que peu d'intérêt et ça va en plus à l'encontre de tout ce qu'il faut pour performer sur le moyen et long terme, c'est-à-dire construire des bases saines qu'on pourra ensuite exploiter de manière plus spécifique. Voilà Fabrice. Voilà, bon bah je me doutais que je me doutais que tu irais dans mon sens, mais c'est vrai que les gens quand tu leur réponds ça, bah limite tu te fais un peu engueuler, mais bon, c'est comme ça. Du coup, je pense que le type à qui j'ai répondu ça, il doit être en train de poser sur un autre forum la même question en disant ah là là sur Superphysique c'est des cons, ils m'ont même pas répondu. Enfin bref. Alors la thématique du jour, l'unilatéral en musculation. Donc on a choisi ce sujet parce qu'apparemment Michael Gundil, que l'on salue, aurait dit dans une vidéo YouTube que le bilatéral c'était un truc de débutant et que naturellement au fur et à mesure qu'on progressait en musculation, il fallait faire le plus possible de mouvements en unilatéral. Et donc du coup ça nous a donné l'idée de ce podcast. Donc je te laisse faire le plan, Rudy. Alors effectivement, l'unilatéral, déjà, faut le définir, c'est le fait de faire un mouvement à côté à la fois. Donc par exemple, faire du curl à un bras, de la presse à cuisse à une jambe, des fentes. Ça, ce sont des mouvements unilatéraux. Et en fait, l'idée derrière les avantages et les avantages de l'unilatéral, c'est qu'en fait, lorsque l'on fonctionne des deux côtés à la fois, c'est-à-dire de manière bilatérale, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une sorte de déficit de force. C'est-à-dire que le signal nerveux part de notre cerveau, pour simplifier, et en fait, au moment où il va aller dans chaque bras ou dans chaque jambe, en fait, au moment où il va se diviser, il va y avoir une sorte de petite perte. C'est ce qu'on appelle le déficit bilatéral. Et en fait, l'idée, c'est qu'en faisant en unilatéral, il n'y a pas de perte. Il n'y a pas cette perte, et donc on serait plus fort. On serait plus fort, on pourrait faire plus de répétitions, on pourrait donc mieux contracter nos muscles, etc. Donc ça, c'est la partie vraiment théorique. Et donc c'est vrai qu'on a vu car moi je regarde pas trop YouTube, je regarde aucune vidéo, pratiquement rien. Et quand j'ai vu ça sur divers forums, quand Jérôme nous a dit le bilatéral c'est pour les débutants ou un truc du style, ça nous a fait sourire parce que euh, cela part du principe que, par exemple, le déficit bilatéral ne pourrait pas s'amenuiser avec le temps, avec l'entraînement, et surtout que nous aurions tous des objectifs uniquement culturistes, uniquement dans le but de prendre du muscle. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, donc le déficit bilatéral est plus ou moins important chez chaque personne, mais diverses études ont d'ailleurs montré qu'à force de s'entraîner d'ailleurs en bilatéral, eh bien ce déficit se réduisait. Et c'est normal, comme dans toute activité, plus on va faire quelque chose, et plus on va s'améliorer. Et moins la différence entre la force qu'on a en bilatéral et en unilatéral va être importante.
Donc ça, c'est quelque chose vraiment à considérer. Plus on fait quelque chose et plus on devient bon dessus, et moins on devient mauvais. C'est la base, c'est logique. C'est comme le déficit de force en musculation. Je sais pas si vous connaissez. Le déficit de force, c'est la différence qui existe entre notre force maximale volontaire en quelque sorte et la force que l'on pourrait avoir en conjuguant l'involontaire et le volontaire, toute cette réserve de force qu'on aurait si on activait toutes ces fibres en même temps à la fréquence maximale de décharge des impulsions, qui est parfois possible. Par exemple, on a souvent cité l'exemple de la mère qui va soulever une voie, qui a un énorme meuble qu'elle pourrait pas soulever en temps normal pour sauver son fils qui est sous le meuble. Bah c'est ça, le déficit de force. Et donc pareil, ce déficit de force, comme le déficit bilatéral, à force d'entraîner, bah on arrive progressivement de plus en plus à réduire cette différence et à, je vais pas dire effacer complètement le déficit de force ou même le déficit bilatéral, mais à avoir des différences quand même très très minimes à mesure qu'on devient un expert dans son activité. D'ailleurs, Fabrice, toi, est-ce que tu fais beaucoup d'unilatéral? Ouais, j'en fais un petit peu. Donc moi, je m'entraîne essentiellement avec des haltères là quand je m'entraîne chez moi, et donc j'en fais un peu, mais de fait, tu vois, parce qu'il y a certains exercices comme le rowing à un bras avec haltères, ben il est naturellement à un bras, ou les fentes, ben, ils sont naturellement à une jambe. Après, sur les exercices qu'on peut faire en bilatéral, par exemple comme les élévations latérales, et en unilatéral, eh ben, ponctuellement, je préfère les faire en unilatéral. Par exemple, c'est le cas d'extension triceps avec halter. Je trouve qu'en unilatéral, je les sens mieux qu'en bilatéral. Mais d'une manière générale, j'évite parce qu'en fait, ça a pas mal d'inconvénients. Et je pense qu'on y reviendra à la suite du podcast. Donc, Oui, on va y revenir après. On va rester sur les avantages d'abord théoriques. Juste pour que vous sachiez, on mettra le premier lien sous le podcast, ce sera le lien de l'article qui va en rapport avec ce podcast. Donc il y a un énorme article référent sur l'unilatéral en musculation qu'on avait fait il y a quelques années et qui est donc toujours d'actualité. Un autre avantage de l'unilatéral et qui est quand même non négligeable, pour moi c'est vraiment celui-ci le plus important. Vous savez, on parle régulièrement d'analyse morpho-anatomique, du fait que on analyse ses longueurs osseuses, la longueur de ses segments, la longueur de ses muscles, etc. Et vous avez sans doute tous remarqué que vous n'étiez pas symétrique. Et c'est normal. Ça me fait penser que l'un de mes articles les plus vus sur mon site rudicola.com est j'ai un pec plus gros que l'autre et ça me fait sourire. Et donc, tout ça pour dire que voilà, en fait, on n'a pas, par exemple, les deux clavicules de la même longueur. On n'a pas les bras de la même longueur. Si vous avez déjà été chez le podologue, il y a de fortes chances qu'on vous ait dit ah voilà, vous n'avez pas les deux jambes de la même longueur, vous n'avez pas le bassin à la même hauteur. En fait, personne est complètement symétrique et en ce sens, l'unilatéral va permettre, lorsqu'on exécute un mouvement donc d'un seul côté à la fois, d'adapter complètement le geste, la trajectoire à chaque côté sans avoir à forcer un mouvement. Je prends un exemple. Si de coucher, vous n'avez pas les deux bras de la même longueur, j'exagère hein, pour bien que vous compreniez, mais la barre va être un peu tordue au départ, et quand vous allez descendre, il y a un coude qui va descendre plus bas que l'autre. Le mouvement, même si vous essayez de rattraper, ça va vous tordre dans tous les sens, et donc forcément, vous comprenez que ça augmente le risque de blessure. Et c'est en ce sens que l'unilatéral permet donc de vraiment choisir, et naturellement en fait, sans être contraint par une barre ou par une machine. On peut retrouver cet avantage-là aussi quand on s'entraîne par exemple au développé couché avec halter par rapport au développé couché avec barre. Moi, je le vois bien quand je fais du développé halter avec les épaules. J'en fais pas souvent, mais quand je le fais, je vois bien que naturellement, j'ai tendance à pas mettre les deux bras tout à fait pareils. Et même si j'essaye de le faire, je vois que c'est pas tout à fait pareil. Alors, il y a sans doute des problèmes de mobilité, de souplesse, mais à la base, c'est qu'on n'est pas symétrique. Et donc là, c'est qu'on va pouvoir vraiment adapter donc la trajectoire, mais on va aussi pouvoir adapter. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup moins et qui est vraiment réservé, j'ai envie de dire, aux pratiquants qui sont confirmés en musculation, vraiment qui sont là à chercher les petits détails. Vous avez déjà dû remarquer, par exemple, quand vous faites les curls avec halter, donc curl incliné, on prend le meilleur exercice pour les biceps, que vous aviez un bras moins fort que l'autre. Beaucoup de personnes sont concernées, et donc il y a un bras, voilà, vous faites 12 répétitions, il y va tranquille, et l'autre bras, donc vous faites en même temps, et puis à 10, il commence déjà à saturer, puis la 11e est peut-être pas possible. Et donc là, l'unilatéral va vous permettre d'adapter votre cycle de progression, le nombre de répétitions que vous faites, ou même la charge que vous prenez, à la force et à la résistance de chacun de vos biceps. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué, parce que moi, j'aime pas trop avoir justement ce manque de repères, des cycles vraiment désynchronisés entre les deux bras. C'est normal, encore une fois,
de ne pas avoir la même force de chaque côté. Mais dans une optique culturiste extrême, quelqu'un qui ferait des compétitions, etc. Bah effectivement, euh, adapter la résistance et l'entraînement à chaque côté, etc. pour avoir le meilleur développement de chaque côté, bah c'est un plus. Maintenant, ça me permet de répondre à la question peut-être que certains se posent, c'est que si c'est votre cas et que vous faites du bilatéral, bah adaptez par rapport au bras le plus faible. C'est pas très grave. Euh, Normalement, avec le temps, cet écart diminue. Si vous faites de l'unilatéral, peut-être qu'on y reviendra après, mais je le dis tout de suite, euh, commencez par le côté le plus fort. En général, ça potentie un peu le côté le plus faible. Euh, Normalement, si ça le fait pas et que ça vous crève pour le côté le plus faible, bah faites l'inverse. Encore une fois, il n'y a pas de règle complètement universelle. Mais l'unilatéral, ça peut donc permettre de rattraper un côté en retard et vraiment, voilà, d'être vraiment plus dans l'analyse de ses points forts, de ses points faibles et de plus dans l'application de la morpho-anatomie pour ceux, encore une fois, qui seraient exclusivement tournés vers l'esthétisme et plus du tout vers la performance. Fabrice, un petit mot là-dessus? Non, par contre, je vais prendre le relais pour les deux avantages suivants, si tu veux bien. Donc, un autre avantage, c'est qu'on a une meilleure concentration quand on travaille un bras à la fois. Donc, un bon exemple, c'est le curl au pupitre. Donc, nous, sur Superphysique, on a tendance à faire le curl au pupitre en utilisant un banc à développer un banc très incliné. Et donc, de fait, on est obligé de le faire avec un seul bras parce qu'on n'a pas la place pour faire les deux bras. Mais même s'il y a un curl, un pupitre avec une bonne inclinaison à la salle, on s'aperçoit quand on fait les deux bras à la fois avec une barre Z ou les deux bras à la fois avec deux haltères, eh ben, c'est difficile de se concentrer sur son biceps. Alors que quand on fait l'exercice avec un seul bras, bah, typiquement, en général, on a des bonnes sensations, on sent bien son biceps. Donc là, c'est un exercice où on sent que l'unilatéral a l'air préférable. On a vraiment des meilleures sensations. Il y a aussi des exercices où le caractère unilatéral fait qu'on a une amplitude de mouvement plus grande, comme au rowing à un bras avec halter. Si vous essayez de faire du rowing avec deux haltères en vous allongeant sur un banc incliné, hein, c'est un exercice qui peut se faire si vous n'êtes pas si vous n'avez pas de poulie en salle, eh ben vous verrez l'amplitude du mouvement est moins importante parce qu'on peut pas bien comment dire dérouler l'épaule, alors qu'en unilatéral on peut le faire. Il y a aussi certains exercices qui sont naturellement mieux en unilatéral. Par exemple, Rudy a un exercice qu'il aime bien pour l'arrière d'épaule, qui est l'oiseau à la poulie. Et en fait, quand on le fait les deux bras à la fois, c'est donc en se penchant en avant puis en utilisant une poulie basse, c'est un peu le bordel parce qu'on a les poignées de la poulie qui s'entrechoquent, le mouvement est pas terrible, et en plus on a une amplitude qui est un peu limitée. Alors que quand on fait un bras à la fois en unilatéral, eh ben on peut bien aller chercher très loin la poulie basse et la remonter, donc on a une amplitude de mouvement plus grande. Donc du coup, il y a certains exercices qui en unilatéral permettent d'avoir et une meilleure sensation et une meilleure amplitude, et du coup ça les rend plus intéressants. Et il y a aussi d'autres, toujours un exemple comme ça, aux élévations latérales. Si vous prenez deux haltères en même temps, des fois il y a des personnes qui ont tendance à hausser les épaules. C'est un défaut qu'on a et du coup l'exercice travaille beaucoup le trapèze et assez peu le côté, la portion externe du deltoïde. Alors que si vous le faites un bras à la fois, naturellement c'est plus difficile d'hausser l'épaule et donc du coup c'est plus facile de se concentrer sur c'est plus difficile de hausser le trapèze et donc c'est plus facile de se concentrer sur l'épaule. Donc voilà encore un exo où en unilatéral ça peut être plus intéressant en termes de sensation. Et donc c'est un troisième avantage de l'unilatéral, voilà, c'est des meilleures sensations. Il y a encore un autre exemple avec les mollets, donc on peut les faire en bilatéral à la presse à cuisse, ou éventuellement on peut faire un mollet à la fois et en général, on peut avoir une amplitude un petit peu plus grande et puis on arrive à mieux se concentrer sur le muscle travaillé. Je sais pas si tu vois d'autres exemples explicites, Rudy. Non, mais tu l'as bien dit. En fait, ça part du constat très simple aussi qu'en dehors du déficit bilatéral, c'est que on est toujours meilleur quand on se concentre sur une seule chose à la fois plutôt que sur deux choses à la fois. Dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Si on essaye de faire ce podcast et de tenir une conversation téléphonique en même temps, ça va pas être possible. On va être beaucoup moins efficace. Donc c'est le principe. Euh, Personnellement, donc comme tu l'as dit, donc je voulais en parler un peu après, on peut en parler maintenant. Il y a des exercices, voilà, qui se prêtent mieux à l'unilatéral que d'autres.
c'est vrai que si on fait du rowing, on va pas pouvoir, avec 2 haltères au lieu d'un, on va pas pouvoir bien décrocher les épaules. Donc l'intérêt pour le grand dorsal va être quand même plus limité. On sera plus sur les trapèzes moyens et inférieurs, ce qui n'est pas un inconvénient non plus. Hein, c'est encore une fois une question de choix, de ce qu'on désire vraiment travailler. Il y a des exercices qui s'y prêtent pas du tout, qui s'y prêtent vraiment. On parlait de l'oiseau à la poulie basse ou même à la poulie haute. En fait, si on veut bénéficier vraiment de tous les avantages de la poulie basse pour l'arrière d'épaule, bah, il faut pouvoir aller décrocher l'épaule en bas, vraiment aller étirer le faisceau postérieur. Et ça, avec 2 poulies, les 2 bras en même temps, bah, c'est compliqué. L'élévation latérale, tu l'as très bien dit aussi. À la poulie, pareil, si on fait l'élévation latérale à la poulie, bah, c'est hyper compliqué. Tu citais les mollets. Alors ça, c'est un truc intéressant parce que c'est pas du tout la même mobilité des 2 chevilles entre guillemets. Et donc, si je les fais en bilatéral, bah, c'est vrai que je vois que j'ai une cheville qui descend plus que l'autre, alors qu'en unilatéral, bah, j'arrive à forcer un peu, même si c'est toujours pas très bon de forcer son amplitude. Rappelez-vous la notion de surétirement dont on parle dans la méthode Superphysique. Mais c'est vrai qu'on arrive à avoir plus d'amplitude. Mais moi, je vois un inconvénient en fait qui est quand même majeur à l'unilatéral, c'est que ça demande un temps fou. Aujourd'hui, vous êtes nombreux à nous écrire et je vois même ce que vous tapez sur Google, on fait des recherches comme ça. Beaucoup d'entre vous en fait manquent de temps pour s'entraîner, sont toujours en train de courir et se disent, on a encore eu l'exemple cette semaine sur les forums Superphysique, je sais plus son pseudo qui disait voilà, je peux dormir que 6 heures par nuit, j'ai un boulot qui est prenant, est-ce que je dois arrêter la musculation parce que j'ai que 2 ou 3 fois 45 minutes pour m'entraîner par semaine, etc. Et donc, en ce sens, bah, l'unilatéral, c'est hyper compliqué parce que ça prend au moins 2 fois plus de temps. Alors certains vous diront que comme c'est plus efficace, on fait moins de séries, etc. Possible. C'est pas dit. Encore une fois, faut vraiment mettre beaucoup plus lourd et forcer plus pour que ce soit le cas. Et c'est pas forcément un plus, mais ça demande, si on fait élévation latérale avec haltère ou élévation latérale à la poulie basse à un bras, en étant à genoux ou en réglant la poulie à la hauteur de son bras tendu, sinon l'exercice a quand même peu d'intérêt par rapport à la version avec haltère. Ben c'est ça me rappelle une époque, je vous donne un exemple, il y a un moment quand je faisais les épaules, je crois que c'était 2008, 2007 peut-être, quand je préparais mes compètes, je divisais tous les muscles pour les entraîner séparément. Et donc le matin, je sais plus quel jour, peut-être le mardi, un truc du style, je faisais les pecs et je retournais le soir faire les épaules. Et pour les épaules, je faisais que 2 exercices qui étaient l'oiseau à la poulie basse à un bras et élévation latérale à la poulie basse à un bras. Et en fait, je faisais 4 séries de chaque et avec l'échauffement et tout, ça me prenait entre 1h15 et 1h30 pour faire donc 8 séries de chaque côté, donc en fait 16 séries en forçant, donc c'est des séries longues, hein. Pour ceux qui ont la formation super épaule, vous voyez de quoi je parle. Mais franchement, ça prenait un temps monstrueux, donc c'était possible, et ce serait encore possible aujourd'hui, même si j'ai plus envie de faire ça, mais à l'époque, je faisais ça, et donc c'est quelque chose qui est inconcevable pour quelqu'un qui a 3 fois 45 minutes, ou même 3 fois 1 heure. C'est sûr que là, l'unilatéral s'impose plutôt comme une technique moins efficace, plutôt comme une technique plus efficace, parce que ça rend l'entraînement presque impossible, et dans ce cas-là, un peu moins intéressant. Ouais, en fait, ça dépend Euh, des exercices. Ça dépend des exercices. Il y a des exercices en fait que tu peux quasiment enchaîner parce qu'ils sont pas extrêmement éprouvants. Donc typiquement, on citait les mollets. En gros, si tu fais des élévations de mollets côté droit, après tu peux enchaîner directement le côté gauche et après tu te reposes 30 secondes puis tu rattaques le côté droit et grosso modo, tu auras eu 1 minute 30 de repos pour le côté droit puis 1 minute 30 de repos pour le côté gauche parce que tu te reposes pendant que tu travailles de l'autre côté. Mais c'est vrai que ça ne marche que sur les petits exercices. Dès que tu fais un gros exercice, donc comme du rowing à un bras ou des fentes, tu es obligé de te reposer un peu à chaque côté. Et donc du coup, c'est comme si tes 4 séries devenaient 8 séries, parce qu'en fait, c'est tellement fatigant que tu dois te reposer. Alors tu vas pas prendre 2 minutes de repos entre chaque côté, mais tu es au moins obligé de prendre 30 secondes, sinon c'est trop fatigant. Et typiquement, c'est le cas pour les fentes. Donc comme moi, je m'entraîne à la maison, c'est un de mes exercices clés pour les cuisses. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'angoisse parce que j'ai pas trouvé la solution pour que le truc soit pas hyper éprouvant. En gros, bah, il faut faire les deux jambes. Donc, si tu fais 4 séries de 12 répétitions, t'as plusieurs possibilités. Soit tu fais 12 répétitions de la jambe droite, tu te reposes un peu, tu fais 12 répétitions de la jambe gauche, tu te reposes un peu plus longtemps, tu fais 12 répétitions de la jambe droite, etc. Puis tu fais donc tes 4 séries de chaque côté qui sont 8 séries. Mais du coup, ça prend des plombes, c'est un peu fatigant, puis quand t'as fait la jambe droite, t'es pas motivé pour faire la jambe gauche, et vice versa. Alors une autre technique, en fait, c'est de faire les deux jambes dans la même série. Donc tu fais une rep jambe droite, une rep jambe gauche, une rep jambe droite, une rep jambe gauche.
Mais déjà, mentalement, c'est assez difficile parce qu'il faut que le système nerveux, entre guillemets, se reprogramme à chaque rep sur chaque jambe. C'est assez éprouvant parce que la série, du coup, elle va durer 1 minute 30 à 2 minutes. Et en plus, il y a une petite pause qui se fait, donc tu fais ta jambe droite, et quand tu passes à la jambe gauche, en fait, tu as 2-3 secondes de pause pour la jambe droite, et du coup, ça fait comme un espèce de rest-pause à chaque rep, et ce qui fait qu'en plus, tu es assez fort. Et du coup, tu vas, comment dire, tu vas durer plus longtemps que si tu avais enchaîné toutes les reps de la même jambe. Je sais pas si tu suis ce que je dis, Rudy. C'est que dans un cas, voilà, t'as une tension continue si tu fais toujours la même jambe, alors que si tu alternes une jambe sur l'autre, eh ben t'as pas une tension continue. T'as exactement la même chose si tu fais du curl avec les biceps avec halter, tu fais un coup bras droit, un coup bras gauche, un coup bras droit, un coup bras gauche. Il y a une petite pause qui fait qu'en fait, bah du coup la série elle est super longue parce que tu fais les deux côtés en même temps et en plus t'es assez fort parce que ton bras il peut se reposer à chaque fois. Et donc toujours est-il que du coup, quand tu fais de l'unilatéral, effectivement c'est sur les gros exercices, c'est long et c'est éprouvant, quoi. C'est vraiment fatigant parce qu'en fait, ta série, c'est comme si tu en faisais deux. Et je pense que si Michael Gundil, il aime autant l'unilatéral, c'est parce que lui, il s'entraîne aussi beaucoup sur machine. Et quand tu fais du développé à la machine hammer, là, puis tu fais un coup le bras droit, hop, après un coup le bras gauche, ça va, c'est cool. C'est pas hyper crevant, tu vois, c'est pas comme les fentes ou pas comme du rowing. Et je pense que c'est pour ça aussi que lui, il met autant en avant ce truc-là, c'est parce que, voilà, il fait sur machine. Mais quand nous, on fait pas sur machine, eh ben, c'est éprouvant, il faut rajouter des tas de pauses, et du coup, effectivement, ça prend du temps et c'est difficilement praticable pour nous qui sommes des amateurs et qui n'avons pas des heures et des heures à consacrer à la muscu, quoi. Non, mais ce que tu dis est tout à fait vrai. Et je rajouterais même que plus tu forces, en fait, plus tu es en fin de cycle de progression sur un exercice et plus tu es obligé de prendre de temps de récupération avant de passer à l'autre côté. Je prends l'exemple, là, on parlait du curl pupitre à un bras. Si je suis en fin de cycle de progression, je sais pas, je suis à 18 répétitions par exemple, sur un cycle où je vais jusqu'à 20, bah à 18 répétitions par exemple du bras droit, une fois que j'ai fini la série, j'ai mal au bras, je peux pas enchaîner tout de suite en fait, faut que je récupère, j'ai forcé, donc je suis un peu essoufflé, etc. Donc ensuite il faut que je passe, je prends, je sais pas, 45 secondes pour récupérer un petit peu, je passe à l'autre, donc en fait, et même au mollet, alors au mollet, on peut enchaîner, ça crève moins, et le truc sur les machines, c'est très très juste, parce que en fait, dès que tu supprimes toute notion de gainage en utilisant des machines, donc je parlais du développé convergent, mais pareil au mollet. Dès que tu supprimes même l'intervention de grosses masses musculaires, là on peut comparer la presse à cuisse à une jambe, tu peux pas enchaîner les deux jambes si tu forces, au développé à la hammer ou à la panata à un bras, bah là t'as juste le pec, l'avant d'épaule, un peu le triceps voilà qui bosse, bah là forcément ça te crève beaucoup moins, beaucoup moins. Donc tu peux pratiquement enchaîner. Sauf encore une fois, bah là, si tu forces vraiment à fond et que tu dois reprendre tes esprits, voilà, là, c'est pas du tout ce qu'on préconise, en tout cas, d'aller à l'échec et au-delà, en tant que pratiquant de musculation sans dopage. Mais c'est vrai que sinon, ça prend un temps vraiment monstrueux. Et c'est là que je veux rebondir, justement, parce que là, on parlait des machines, de l'entraînement vraiment orienté très culturiste. C'est que pour moi, l'unilatéral, c'est vraiment une technique qui est réservée aux confirmés. En parlant de ce début de podcast, en fait, faut pas passer à l'unilatéral sur la plupart des exercices, à part sur ceux où c'est imposé ou presque, si on n'a pas déjà posé les bases en fait. Si on n'a déjà pas un certain niveau de force, et moi j'estime ce niveau de force comme d'habitude, autour du niveau silver, gold du club super physique, avec mes élèves, je leur fais jamais commencer quand on attaque un coaching par des élévations latérales à la poulie basse et de l'oiseau à la poulie basse, parce que il faut une force suffisante et que même les capacités de concentration dont on parlait tout à l'heure, le fait de pouvoir se concentrer sur un bras à la fois, voilà, d'avoir vraiment un gain, en fait c'est déjà pas possible parce qu'au début on est déjà là en train d'essayer de pas trembler, d'automatiser le geste, etc. Donc c'est pourquoi si vous débutez, vous n'avez pas au moins déjà un bon niveau, une certaine expérience en musculation, je pense que l'unilatéral en fait, vous allez seulement perdre du temps à l'introduire trop rapidement et que ça s'inclut vraiment quand on est un pratiquant voilà, confirmé. Et plus on va monter en gamme et plus l'esthétisme va rester en quelque sorte notre objectif et plus ça va être intéressant. Alors après, il y a quand même là tout à l'heure on citait des exercices pour lesquels c'était vachement bien. Il y a des exercices sur lesquels ça se fait pas du tout. Tous les exercices justement où il y a une notion de gainage et où il y a vraiment une notion de stabilité, ça devient moins efficace. Je prends un exemple, développé couché avec halter à un bras, c'est un truc hyper casse-gueule. C'est un truc où vous pourrez pas forcer, même si vous tenez l'autre bras, etc.
Dès qu'il y a voilà une notion de stabilité qui rentre en jeu, c'est pour ça que les machines, en fait, pour l'unilatéral, bah c'est presque le Graal entre guillemets. Si on trouve encore une fois des bonnes machines, on a déjà fait des podcasts là-dessus. Je sais plus comment ça s'appelait, machine VS bar ou je sais plus un ancien podcast qu'on avait fait sur Superphysique, donc que vous pouvez écouter si vous l'avez pas encore fait. Il y a plein d'anecdotes de vieux comme d'habitude. Et pareil, on peut parler du squat à une jambe pour dire bah ouais le squat à une jambe, putain certains diront ouais c'est super comme exercice etc. Sauf qu'en fait dès qu'on force la stabilité rentre en jeu et en fait on peut pas vraiment forcer. En fait ce qui va lâcher en premier c'est des facteurs limitants autres que les muscles que l'on veut cibler. Pareil, ça peut devenir hyper dangereux. On dit la presse à cuisse tout à l'heure, je disais ça. Mais la presse à cuisse à une jambe, faut faire attention de pas vriller le bassin, de vraiment être bien gainé, etc. Parce que quand on est avec deux jambes, il y a pratiquement aucune chance de vriller le bassin. On peut au pire, si on descend trop, décoller un peu le bas du dos, voilà, et puis se faire mal, risquer la hernie. C'est comme faire du squat dos rond. Bah là, forcément, ça va pas bien finir. Mais à une jambe, on peut vriller complètement, et là, on peut vraiment se détruire. Le pire pour le dos, c'est de vriller et en plus de ne pas respecter ses courbures. Alors là, c'est le jackpot assuré. Donc il y a beaucoup d'exercices en fait que l'on fait, que ce soit avec halter déjà, ou même qu'on fait en bilatéral avec barre ou avec machine, qui se prêtent pas spécialement en unilatéral et qui sont même moins efficaces parce que justement, il y a un facteur limitant en plus qui se met. Vous devez savoir déjà, je pense que lorsqu'on fait par exemple un développé couché, bah, c'est souvent les triceps qui vont être le facteur limitant. Au bout d'un moment, c'est eux qui vont saturer bien avant les pectoraux. C'est ça après, à peu près chez tout le monde, même si on est plus fait pour les triceps ou quoi. Mais si le but c'est encore de travailler au mieux les pectoraux, bah le développé couché à haltère à un bras, ça va encore être plus compliqué parce qu'il y aura justement quand vous allez forcer cette notion de stabilité, vous pouvez vous retrouver à faire un exercice hyper dangereux et à basculer du banc. C'est pour ça que même dans les vidéos de professionnels, dont on a parlé dans, bah voilà, dans le podcast sur Dorian Yates ou sur Ronnie Coleman où on parlait des vieux Battle for the Olympia, bah en fait quand les mecs faisaient de l'unilatéral, c'était toujours sur machine, hyper guidé, hyper sécuritaire parce que l'unilatéral ne permet pas vraiment, quand on est dans une optique de prendre du muscle et non pas juste de renforcement musculaire qui peut se concevoir en préparation physique ou en préparation physique générale. Pour revenir à notre exemple du boxeur en début de podcast. Mais pour prendre du muscle, voilà, il faut vraiment que ce soit hyper sécuritaire, sinon c'est hyper dangereux quoi. Vraiment, et c'est pourquoi bah moi personnellement, je fais pas beaucoup d'unilatéral. Curl pupitre à un bras, les épaules un peu à la poulie suivant les périodes, parce que les épaules c'est un point fort, donc c'est pas un truc que j'ai trop tendance à vouloir mettre l'accent dessus, donc je le fais un peu en fin de séance, même si j'essaie de progresser, je l'ai fait quand je suis bien fatigué. Mais pour revenir à ce qu'on disait justement avec le podcast sur les barres, les haltères, les machines, en fait un bon programme ça contient aussi bien du bilatéral que de l'unilatéral. C'est encore une fois faire preuve de bon sens et puis d'analyse de soi pour voir qu'est-ce qu'on fait pas. Toi Fabrice, tu t'entraînes vachement avec haltères, peut-être que tu fais plus d'unilatéral que moi, je sais pas. Peut-être, ouais, donc j'essaye d'en faire le moins possible, hein, pour être honnête. Donc du coup, mes élévations latérales, j'aime bien les faire en unilatéral, mais c'est de la convenance personnelle. Donc il y a le rowing à un bras avec haltère, le curl pupitre avec haltère, les extensions triceps, donc l'extension nuque à un bras, ça c'est en général plus agréable qu'avec un haltère et en bilatéral. Il y a les extensions triceps couchés, donc là j'aime bien les faire en unilatéral. Je crois que toi tu le fais pas comme ça, tu fais plutôt en bi, mais moi je le fais en unilatéral. Il y a les mollets, les fentes, et puis bah, c'est à peu près tout, mais c'est déjà pas mal. Et effectivement, ça allonge la séance, c'est un peu chiant. Et il y a aussi il y a une certaine fatigue. C'est plus fatigant en fait de faire en unilatéral en bilatéral. Mentalement, ça use plus. Donc du coup, j'essaye d'en faire le moins possible. Désolé, on a eu un petit bug de connexion. Comme vous voyez, nous sommes ultra professionnels et organisés. Donc Fabrice nous faisait la liste de tous les exercices qu'on avait entendus qu'il faisait en unilatéral et il voulait enfin en arriver à un inconvénient majeur en fait qui vraiment n'est pas dans l'esprit superphysique. J'ai envie de dire, quel est cet inconvénient Fabrice de l'unilatéral? Simplement, c'est que des fois on s'ennuie. En fait, à force d'être tellement dans l'isolation, du coup c'est moins amusant, puis c'est moins ludique que la musculation habituelle. Et donc, simplement, c'est pas fun. Donc voilà. Non mais c'est vrai, moi c'est un truc que j'aime pas trop l'unilatéral justement en dehors de tout ce qu'on a dit, des avantages, inconvénients qu'il y a, c'est que nous, avec Superphysique en tout cas, et je pense comme beaucoup d'entre vous, on aime soulever des poids lourds, on aime progresser sur des exercices fétiches qui sont par exemple, je sais pas, le développé couché, ou là le rowing planche, ou les tractions, ou les dips. On a tous des exercices qu'on aime en fait.
et faire des entraînements à un bras ou à une cuisse à la fois, franchement, il faut le dire, ça rend l'entraînement beaucoup moins marrant, beaucoup moins intéressant. Alors certes, voilà, si vous avez un but esthétique, sans aucune notion de force, de comparaison, vous faites ça pour vous-même tout seul, etc. Bah pourquoi pas, ça peut s'envisager, je comprends le truc, etc. Après, nous, notre vision de la musculation, je le répète assez souvent sur les réseaux sociaux, c'est ensemble pour faire mieux que seul. Et s'isoler encore plus avec la musculation, on n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai que on voit souvent des sujets comme ça sur les forums, la musculation et la vie sociale, euh, comme quoi ça exclut, etc. Et ça exclut justement si on part dans les extrêmes. Et je pense que l'unilatéral est un peu dans cet extrême-là, euh, où bah voilà, si on est vraiment concentré sur son physique, on est à fond dans la superficialité pour défendre notre paroisse en exagérant un petit peu. Bah effectivement, voilà, on peut faire de l'unilatéral son entraînement complet en unilatéral. Sinon, bah, je pense que on peut mixer les deux et le bilatéral et voilà se concentrer sur sa progression. Il faut savoir que naturellement, de toute façon, euh, on le sait, là, comme on l'avait dit dans le podcast, les 3 facteurs de l'hypertrophie musculaire, la progression en force en série moyenne avec un volume suffisant, ces exercices qui sont faits pour nous d'un point de vue morpho-anatomique, eh bien, vont amener plus de muscles à terme. Et ensuite, l'unilatéral, ça va vraiment être, une fois qu'on a atteint pratiquement son maximum de force et son volume corrélé, etc., l'étape d'après pour continuer à prendre du muscle, et encore une fois, de manière légère, parce qu'une fois qu'on a atteint, ça fait 10 ans qu'on s'entraîne, qu'on a atteint peut-être 99,9% de son potentiel, voilà, c'est pour gagner le 0,1%. Voilà, c'est ça l'unilatéral en fait. C'est comme prendre des vitamines. Voilà, c'est pour le 0,1%, voir si on peut rajouter quelque chose. Donc là, je caricature un petit peu, mais c'est un peu ça. Donc si votre but, en fait, c'est un compromis entre la prise de force, la prise de muscle, c'est l'entraînement qu'on préconise régulièrement, hein, avec le club Superphysique, nos articles sur le site, etc. Euh, qui est pour la majorité des personnes qui sont donc encore une fois naturelles, qui prennent pas de produits dopants, qui ont un travail à côté, qui veulent durer et pas seulement briller, comme on en parlait dans le précédent podcast. Bah voilà, l'unilatéral, ce sera pas forcément la meilleure chose à faire. Euh, mais ça a des avantages, encore une fois. Mais c'est pas l'entraînement ultime, comme certains veulent le faire croire. C'est une technique d'intensification pour athlètes confirmés, euh, mais c'est pas toujours plus efficace et c'est parfois voilà beaucoup plus chiant, beaucoup moins ludique. À moi, c'est pas quelque chose qui me passionne particulièrement. Euh, et j'évite, comme Fabrice, d'en faire sur trop d'exercices. Si je compte, j'en fais actuellement sur l'arrière d'épaule, sur le rowing à un bras que je fais à la machine convergente parce qu'il y a trop lourd pour le faire avec halter. Donc ça fait 2. Avec les fentes, ça fait 3. Et avec le curl au pupitre à un bras, donc ça fait 4 exercices dans tout mon programme qui doit en compter une petite vingtaine. Donc comme vous voyez, c'est pas grand chose. Et ça n'empêche pas au contraire de se développer. Et donc les assertions comme quoi le bilatéral serait pour les débutants, bah, j'ai envie de dire, c'est encore une réflexion bien à la con. Ouais, c'était de la provoque de Michael. Oui, oui, bah, comme d'habitude. Non, non, mais c'est pour ça. C'est ça qu'il faut dire, c'est que c'est pas. Moi, je pense que la musculation, ça reste un jeu, un plus à sa vie, et que ça doit permettre, on le répète régulièrement, mais voilà, par ses efforts, de prendre conscience euh, que on peut atteindre ses objectifs et donc avoir une confiance en soi qui peut s'exprimer ailleurs dans la vie et pas seulement que la musculation. Et que si on en est à chipoter sur un petit détail, etc., comme le podcast qui est sorti récemment sur YouTube, bah, je pense qu'on passe à côté vraiment de l'intérêt et des bienfaits de la musculation pour s'isoler dans une pratique vraiment extrême qui, au final, fait gagner un t-shirt Buffalo Grill, je vous le rappelle. euh, Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Non, Fabrice? non, c'est fini. Merci Rudy. Eh bien, pour une fois, en fait, on se posait la question et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Si vous pouvez me répondre en commentaire. On fait des podcasts de plus en plus longs et je voulais savoir votre avis si pour vous, quand ça durait 1h15 ou 1h30, ça vous dérangeait pas. Habituellement, par exemple, avec mon leadercast sur des podcasts de 40 à 45 minutes, j'ai l'impression que c'est le bon rythme, mais des fois, on fait des podcasts donc beaucoup plus longs sur Superphysique, on s'étale un petit peu et on se disait, est-ce qu'on reviendrait pas à des formats un peu plus courts comme aujourd'hui de 40-45 minutes. Euh, donc, on aimerait avoir votre avis en commentaire, si vous pouviez laisser, peu importe où vous le laissez, que ce soit sur SoundCloud, sur YouTube ou même par email. Je laisserai, il y a toujours un moyen de nous contacter pour nous dire ce que vous en pensez. En tout cas, ça nous aiderait grandement pour savoir si parfois on parle pas un peu trop, même si on adore parler, afin d'essayer, bah voilà,
que ce soit le plus intéressant pour vous et le moins contraignant. Donc voilà. Comme d'habitude, bah voilà, si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est vraiment ultra important de le faire connaître, de soutenir ce travail, etc. Encore une fois, c'est bénévole. Ça nous prend pas mal de temps en amont de les préparer, etc. Et on y passe du temps. Et là, c'est pas encore fini parce qu'il y a encore tout le montage à faire après, à uploader, à faire les vignettes. Enfin bon, c'est j'ai pas fini après l'enregistrement. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais donc n'hésitez pas. Quand c'est bien, il faut le dire. Souvent, on a tendance à ne le dire que quand c'est pas bien. Quand c'est bien, il faut aussi en parler et le recommander à des personnes que ça pourrait aider justement à faire mieux et à éviter de perdre leur temps, à gaspiller leur temps en faisant des choses qui leur correspondent pas. Si vous souhaitez laisser un commentaire pour nous encourager, bah, ça fait également plaisir. Tenez à vous le dire. Sur ce, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et si vous avez des idées de podcast, de sujets, n'hésitez pas à les mettre sur le forum. On se fera un plaisir de les traiter à l'audio. Salut! Salut!